Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Alors qu'un scandale de corruption au sein du Parlement européen est en cours, la semaine dernière, 4 eurodéputés ont donné une conférence de presse au cours de laquelle ils ont appelé la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen à clarifier devant le Parlement les liens existants entre le Qatar et les députés suspectés de corruption. Par ailleurs, les députés exigent que von der Leyen dévoile ses échanges de SMS avec Pfizer au sujet des vaccins Covid. Alors qu'une crise de confiance interne traverse le Parlement européen en plein Qatargate, la semaine dernière, 4 eurodéputés ont interpellé Ursula von der Leyen pour plus de transparence sur cette affaire, ainsi que sur les contrats passés avec Pfizer à l'échelle européenne. Quel est le lien entre la commissaire Skinas et le Qatar? Il n'y a pas de réponse. Nous demandons des réponses sur les fuites possibles. Nous demandons à voir les contrats des vaccins. Nous demandons à Madame von der Leyen de nous donner les messages qu'elle a échangés avec Pfizer. Et nous demandons une audition avec la présidente. Ce sont nos citoyens qui le demandent. Von der Leyen avait affirmé en juin avoir perdu les SMS échangés avec Pfizer au sujet des contrats sur les vaccins Covid. L'intérêt renouvelé pour ces contrats fait suite aux chiffres récupérés par les eurodéputés auprès d'un assureur allemand concernant les défaillances cardiaques, les décès soudains et autres décès non expliqués au moment des campagnes vaccinales. Voilà, voici les résultats. Plus 1082%. 1082% en plus de décès. Sans explication. Je vous laisse deviner quelle est la vraie explication. Et en fait, je pourrais continuer. Quand on vous dit qu'on ne savait pas, qu'on a dû faire dans l'urgence et laisser la science avancer rapidement, comme le disait le PDG de Pfizer, eh bien, c'est de la foutaise. Quiconque aurait pu savoir, mais n'a pas voulu savoir. Et bien que pour le moment, aucune conclusion ne puisse être officiellement tirée sur la cause de cette soudaine augmentation de mortalité. Pour les députés, l'opacité entourant les contrats avec Pfizer n'a rien de démocratique. Tout le monde a entendu parler de ces contrats que personne n'a vus. On s'est rendu compte que Ursula von der Leyen a signé des contrat pour acheter 4,6 millions de doses de vaccins. Et nous n'avons jamais vu ces contrats. Il n'y a que 2-3 personnes au sein de la Commission qui y ont eu accès. Et ça, c'est la différence entre la tyrannie et la démocratie. Elle est assez simple. Quand on sait tout ce que fait votre gouvernement, c'est de la démocratie, c'est de la transparence. Et quand c'est le gouvernement qui sait tout de vous, ça c'est de la tyrannie. On a vu ça à l'œuvre en Chine. De son côté, le PDG de Pfizer, qui a réalisé des milliards de bénéfices grâce à ses contrats, a jusqu'à maintenant refusé de se présenter devant la commission. Et de l'huile vient d'être jetée sur le feu, alors que von der Leyen est citée dans un nouveau scandale de corruption impliquant Dimitris Avramopoulos, homme politique grec et ex-commissaire européen, portant sur une somme de 60 000 €. Et selon le ministère de l'Agriculture, la propagation de la grippe aviaire s'est accélérée au cours des dernières semaines en France. La France, qui est le deuxième producteur de volailles de l'Union européenne. En conséquence, de nouvelles pénuries sont à craindre. Le ministère de l'Agriculture a indiqué sur son site internet mercredi 21 décembre que la situation sanitaire relative à la grippe aviaire hautement pathogène en France s'était dégradée depuis le mois d'août et aggravée ces dernières semaines. Au 20 décembre, 217 foyers de grippe aviaire ont été détectés dans des exploitations françaises contre 100 le 2 décembre. Le nombre de cas a également fortement augmenté dans la faune sauvage. Au cours de cet été, une augmentation des foyers de grippe aviaire avait déjà été signalée en France. La vague la plus violente avait frappé la saison précédente, ce qui avait déjà entraîné l'abattage d'environ 20 millions de poulets, de canards et de dindes et avait conduit à une forte diminution de la production de volailles et de foie gras. Le ministre français de l'Agriculture, Marc Fesneau, proposera tout prochainement une stratégie de vaccination pour lutter contre la maladie. La France a déjà testé des vaccins sur des oiseaux à pattes palmées, comme les canards et les oies.
Elle espère convaincre les autres États membres de l'Union européenne d'adopter une approche commune, étant donné que les producteurs de volailles craignent les restrictions commerciales imposées à la viande provenant d'animaux vaccinés. À l'heure actuelle, la grippe aviaire s'est propagée dans le monde entier, ravageant les troupeaux et les oiseaux, avec un bilan de plus de 100 millions d'oiseaux en Europe et aux États-Unis. En France, plus de la moitié des foyers se concentrent dans la région des Pays de la Loire, où la densité de volailles est élevée. Le mois dernier, la France a placé le pays en état d'alerte, obligeant les exploitations avicoles à garder les oiseaux à l'intérieur. Elle a également imposé des mesures spéciales, notamment des abattages préventifs dans certaines régions, afin d'empêcher la propagation de la maladie. Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu aux États-Unis mercredi pour rencontrer le président Biden et s'adresser au Congrès américain. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu aux États-Unis pour son premier voyage à l'étranger, depuis que la Russie a envahi son pays en février. Son voyage coïncide avec le 300e jour depuis que la Russie a commencé à envahir l'Ukraine. Le président Biden a accueilli Zelensky à la Maison-Blanche pour des rencontres bilatérales. Il était également prévu que Zelensky s'adresse ensuite à une session conjointe du Congrès au Capitole. Un haut fonctionnaire a déclaré que ce geste devrait démontrer le soutien bipartisan à l'Ukraine. Les deux dirigeants ont convenu que le voyage serait, je cite, « une injection importante d'élan et de vigueur au soutien américain et allié à l'Ukraine pour les mois à venir et pour le temps qu'il faudra ». Le voyage de Zelensky intervient alors que le Congrès s'apprête à voter un projet de loi omnibus de 1 600 milliards de dollars qui prévoit une aide d'urgence record de 45 milliards de dollars pour l'Ukraine et les alliés de l'OTAN. La visite de Zelensky intervient également alors que l'administration Biden se prépare à envoyer des missiles sol-air Patriot à Kiev pour aider à se défendre contre les attaques visant les infrastructures critiques du pays. Nous allons former les forces ukrainiennes à l'utilisation de la batterie de missiles Patriot dans un pays tiers. Cela prendra un certain temps, mais les troupes ukrainiennes ramèneront cette formation dans leur pays pour faire fonctionner cette batterie. Les habitants de Kiev étaient optimistes quant aux perspectives du voyage de leur président aux États-Unis mercredi. Je pense que Volodymyr Zelensky est allé aux États-Unis pour demander plus d'armes pour l'Ukraine afin de défendre le pays contre l'invasion russe. Le voyage à Washington n'a duré que quelques heures, après quoi Zelensky est rentré à Kiev. Entre-temps, la Russie affirme que rien de bon ne sortira du voyage de Zelensky à Washington et que le Kremlin ne voit aucune chance de pourparlers de paix avec Kiev. Et une nouvelle série de dossiers Twitter a été publiée mardi. La dernière publication montre comment la plateforme de réseaux sociaux a discrètement aidé les campagnes en ligne des responsables du renseignement américain au cours des 5 dernières années. Ce recueil de documents internes, publié sous la direction du nouveau PDG de Twitter, Elon Musk, révèle les activités de censure de l'entreprise et la connivence existant avec le gouvernement. Le journaliste Li Fang a publié mardi la 8e partie des dossiers Twitter. Dans un long fil de discussion qui a été rediffusé par le patron de Twitter, Elon Musk, Fang écrit que malgré les promesses de fermer les réseaux secrets de propagande d'État, les documents de Twitter montrent que le géant des réseaux sociaux a directement aidé les opérations d'influence de l'armée américaine. Les fichiers comprennent des captures d'écran de messages de commandant central de l'armée américaine ou CENTCOM à Twitter. Fang écrit: en 2017, un responsable du CENTCOM a envoyé à Twitter une liste de 52 comptes en langue arabe que nous utilisons pour amplifier certains messages. Le fonctionnaire a demandé un service prioritaire pour 6 comptes, une vérification pour un compte et des capacités de liste blanche pour les autres. Le fil de discussion poursuit. Le jour même où le CENTCOM a envoyé la liste, les responsables de Twitter ont utilisé un outil pour accorder une étiquette spéciale liste blanche qui fournit essentiellement un statut de vérification au compte sans la vérification bleue. Ce qui signifie qu'ils sont exempts de drapeaux de spam, abus, plus visibles ou susceptibles d'être tendance sur les hashtags. Selon Fang, ces comptes publiaient principalement des informations sur les opérations américaines au Moyen-Orient, notamment des messages de propagande visant l'Iran et la guerre saoudienne au Yémen. Le CENTCOM a ensuite donné l'impression que ces comptes n'avaient aucun lien avec les États-Unis. Fang a déclaré que selon les dossiers qu'il avait examinés, beaucoup de ces comptes ont continué à tweeter tout au long de cette année, et certains n'ont été suspendus qu'à partir de mai
2022 au plus tard. Le rapport conclut que Twitter a activement aidé le réseau du CENTCOM depuis 2017 et jusqu'en 2020, sachant que ces comptes étaient conçus pour tromper et manipuler le discours, une violation des politiques et des promesses de Twitter. Ils ont attendu des années pour les suspendre. Fang a ajouté qu'il a obtenu un accès à Twitter pendant quelques jours, mais que Twitter n'a eu aucune contribution à son rapport. Nous avons contacté le CENTCOM pour obtenir une réponse et nous attendons toujours une suite à notre requête. Et les perspectives de croissance économique de la Chine devraient atteindre un niveau historiquement bas, alors que Apple transfère une partie de sa production de la Chine vers le Vietnam. La Banque mondiale a réduit à nouveau ses prévisions de croissance pour la Chine. Elle invoque la pandémie et les faiblesses persistantes du secteur immobilier. Dans un rapport publié mardi, la Banque mondiale a abaissé ses prévisions de croissance économique pour la Chine à 2,7% pour cette année. Si ces prévisions s'avèrent exactes, il s'agirait de la pire performance de la Chine depuis près d'un demi-siècle. La Chine a fixé le même objectif à 5,5%. Une enquête de World Economics montre que la confiance des entreprises chinoises est tombée à son plus bas niveau en 10 ans. De plus, les investisseurs étrangers ont réduit les obligations chinoises pendant 10 mois consécutifs, se délestant de plus de 100 milliards de dollars. Dans la Silicon Valley, Apple fait un pas de plus vers son objectif de production out of China. Selon le journal japonais Nikkei Asia, pour la première fois l'année prochaine, Apple commencera à produire certains de ses ordinateurs MacBook au Vietnam. Et son partenariat d'assemblage Foxconn pourrait commencer à y assembler des appareils dès le mois de mai. Une fois la production lancée dans ce pays, le géant de la technologie sera en mesure de fabriquer tous ses principaux produits en dehors de la Chine, c'est-à-dire les iPhones en Inde et les MacBooks, Apple Watch et iPads au Vietnam. Apple s'efforce d'accroître la fiabilité de sa chaîne d'approvisionnement qui repose en grande partie sur la Chine. Cet effort s'inscrit dans un contexte de défis géopolitiques et sanitaires permanents dans ce pays. Et en Italie, on pouvait voir la police chinoise allant patrouiller avec les forces de l'ordre italiennes. Il s'agissait d'une forme de coopération entre les deux pays. Cependant, cette pratique touche aujourd'hui à sa fin. Plus aucun policier ne sera autorisé à patrouiller dans les rues italiennes, c'est ce qu'affirme le gouvernement italien. Depuis 2016, la Chine envoyait des policiers pour des patrouilles conjointes avec leurs homologues italiens, dans les villes comme Rome et Milan. Mais le gouvernement italien a décidé de mettre un terme à cette pratique. Le ministre de l'Intérieur italien a expliqué, je cite, « Ces formes de coopération ne seront plus pratiquées. Cette décision fait suite à un rapport du groupe de défense des droits de l'homme, Safeguard Defender. Ce rapport explique comment la Chine a établi plus d'une centaine de bureaux de police à l'étranger, dont 11 en Italie et 3 aux États-Unis. Le rapport indique que Pékin utilise ces bureaux de police pour intimider et menacer les dissidents chinois. Il suggère également que l'accord qui permet à la police chinoise de patrouiller en Italie est lié au poste de police du pays. Le ministre italien de l'Intérieur nie cette accusation. Il a déclaré que les patrouilles conjointes ont eu lieu de 2016 à 2019 et ont été suspendues pendant la pandémie de Covid-19. Et en Écosse, de nouvelles propositions de loi permettront à une personne de s'identifier légalement à un sexe différent. Le projet de réforme de la reconnaissance du genre qui est soumis au vote signifie qu'un homme qui souhaite être légalement identifié comme une femme et vice-versa, n'aura pas besoin d'un diagnostic médical de dysphorie de genre pour le faire. Elle abaissera également l'âge des demandeurs de 18 à 16 ans. Même si la loi devrait être adoptée, les opposants ont soulevé des inquiétudes. Jen Werrell de NTD s'est entretenue avec Sarah Pederson, professeure de communication et de médias à l'université Robert Gordon. Bonjour Sarah, c'est un plaisir de vous parler à nouveau de cette nouvelle législation en Écosse. Il devient plus facile pour les Écossais de demander une procédure pour s'identifier comme un genre différent. Quelles sont vos principales préoccupations à ce sujet? Les principales préoccupations des militants contre le projet de loi sont, je pense, à deux niveaux. L'une est qu'il permettrait aux hommes prédateurs de prétendre qu'ils sont des femmes.
et donc d'avoir accès à des espaces à l'heure actuelle ou d'avoir des installations réservées comme des espaces unisexes. Ainsi, par exemple, une personne arrêtée pour viol pourrait à ce moment-là déclarer qu'elle est une femme, obtenir un certificat de reconnaissance de genre et, premièrement, si elle allait au procès, sa victime devrait s'adresser à elle en tant que femme. Et deuxièmement, s'il était reconnu coupable, il serait possible qu'il soit incarcéré dans une prison pour femmes. On craint donc que des hommes prédateurs puissent utiliser un certificat de reconnaissance de genre de cette manière. Deuxièmement, il existe de réelles inquiétudes quant au fait que ce projet de loi réduira l'âge auquel vous pouvez obtenir un certificat de reconnaissance du genre de 18 ans, comme c'est le cas actuellement, à 16 ans en Écosse. Et il y a beaucoup d'inquiétudes. Il y a eu des préoccupations au Royaume-Uni au cours des 2 dernières années au sujet de l'énorme augmentation, en particulier chez les filles, qui sont identifiées comme ayant une dysphorie de genre. Nous avons vu une augmentation de 4000% des filles signalées à la clinique Tavistock, qui a maintenant été fermée. Il y a donc de grandes inquiétudes concernant le fait de permettre à des jeunes, voire très jeunes, de prendre ce genre de décision si tôt dans leur vie. À ce propos, j'ai vu certains des projets de directives du NHS et ils ont dit que les enfants s'identifiant comme un genre différent peuvent passer par une phase transitoire. Qu'en pensez-vous? Il y a énormément de recherches qui ont montré que si l'on permet une attente vigilante, beaucoup de ces jeunes passent cette phase et s'identifient comme gays, lesbiennes ou simplement résolvent leur dysphorie de genre. Effectivement, il y en aura toujours un certain nombre qui devraient devenir un homme ou une femme trans. Mais permettre à quelqu'un à l'âge de 16 ans de prendre cette décision, alors que nous ne leur permettons pas, par exemple, d'acheter de l'alcool ou de se faire tatouer, semble très bizarre. Sarah Pedersen, je vous remercie beaucoup d'être venue. Merci. Merci. Comment la tradition de Noël diffère-t-elle d'un endroit à l'autre? Voici quelques-uns des moments forts de Noël d'Europe et d'ailleurs. De Tivoli à Bethléem, en passant par Athènes et la 5e avenue à Manhattan, on peut voir que si Noël est différent, il est toujours aussi enchanteur. Des feux d'artifice rouges, blancs et verts ont illuminé le ciel nocturne de Bethléem, attirant les visiteurs vers le lieu de naissance biblique de Jésus. À côté de l'église de la Nativité, des centaines de lumières colorées ornent un arbre de Noël géant de 15 mètres. Après 2 années de fermeture, due à la pandémie, la ville apprécie le retour des visiteurs étrangers et des chrétiens locaux. Notre message de la municipalité de Bethléem au monde entier est que l'esprit de Noël doit nous rassembler, nous apporter la paix et nous pousser à travailler ensemble pour cette ville et notre pays. Pour les enfants, les jardins de Tivoli à Copenhague sont trop beaux pour être manqués. Cette année, des centaines d'épicéas, des kilomètres de couronnes et des milliers de boules de Noël décorent ce paradis de 15 hectares. L'un des plus anciens parcs d'attractions du monde, Tivoli a ouvert ses portes il y a environ 180 ans. Parmi les premiers visiteurs figurait Hans Christian Andersen, l'écrivain le plus célèbre du Danemark. On dit que Walt Disney s'y est rendu plusieurs fois dans les années 1950, dans l'espoir de s'en inspirer pour Disneyland. Lorsque le jour se transforme en nuit, les lumières remplissent le parc d'une lueur festive. D'énormes projections lumineuses illuminent l'hôtel Nembu de Tivoli. Cela signifie tellement de choses. Tout d'abord, j'aime Tivoli parce que c'est un endroit tellement magique. Il est plein d'histoires et de bonnes vibrations. Et pour nous, cela signifie passer du temps de qualité avec la famille et les amis. La foule s'est rassemblée pour le compte à rebours de l'allumage des lumières de l'arbre de Noël. En Allemagne,
Parmi ces marchés de Noël traditionnels, le plus grand est celui de Nuremberg en Bavière. Avec les trompettes et les chœurs, un ange annonce son arrivée dans la cathédrale de la ville. Ce rituel est conservé dans la ville depuis 1948. On croit que la figure angélique apportera des cadeaux de Noël aux enfants. Le marché de Noël de Nuremberg est également l'un des plus anciens d'Allemagne, ses origines remontant au XVIIe siècle. Une autre forme de gaieté règne au cœur de la place Saint-Pierre du Vatican. Une crèche artistique brille dans l'obscurité de la nuit d'hiver. La structure est entièrement construite en bois. À quelques pas de là, un arbre de Noël géant crée une ambiance de fête. Ce majestueux sapin blanc vient d'Italie et s'inscrit dans une tradition vieille de plusieurs décennies, initiée par le pape Jean-Paul II. Tout aussi chic, le spectacle audiovisuel de la capitale estonienne, le cadre médiéval de la vieille ville et la nourriture traditionnelle de saison invitent les visiteurs à venir de loin. Le marché de Noël de la ville a été élu meilleur marché d'Europe en 2019. Je le pense vraiment. C'est le plus beau marché de Noël du monde. Et à Athènes, les maires du monde entier ont assisté à une grande cérémonie de lumière. Le maire de New York, Eric Adams, a appuyé sur le bouton pour illuminer l'arbre. Le maire d'Athènes, quant à lui, a qualifié la cérémonie de geste de solidarité et de paix. C'est une période difficile. Il y a une guerre sur notre continent. Nous devons envoyer un message fort d'Athènes au monde. La lumière l'emportera sur les ténèbres. Et enfin, dans le centre de Manhattan, sur la 5e avenue, le détaillant de luxe Bergdorf Goodman envoie le message de magie en devenir. Leurs vitrines mettent en valeur l'imagination et la créativité. Macy's répand la joie avec le thème Give Love. Leurs vitrines interactives présentent des ours en pull tricoté et des renards en plaid, souhaitant à tous un merveilleux Noël. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 20h pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée sur NTD.